Bienvenue sur Génération Mosaïque, ton podcast par et pour les diasporas. Tous les mois, on se retrouve au cœur de trajectoires inspirantes de personnes issues de différentes diasporas. Et aujourd'hui, c'est avec Basile qu'on se retrouve pour tourner cet épisode. Bonjour Basile. Bonjour Mariam. Merci beaucoup d'être là. Et j'ai trop hâte de cette discussion, vraiment. Ça va être très intéressant, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Effectivement. Beaucoup de visibilisation, d'invisibilisation finalement. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais. Donc je m'appelle Basile Mohamed, j'ai 20 ans. Là, je suis actuellement en licence d'histoire, anciennement parcours sciences politiques, parce que l'année dernière, je me suis exilé en fait en Bretagne. Une petite année après, je suis revenu dans mon quartier, la ville où j'ai habité finalement, où j'ai grandi, la ville de Chanteloup-les-Vignes, dans le 78, où je suis d'ailleurs conseiller municipal, délégué à la jeunesse et à la citoyenneté depuis maintenant quelques mois, parce que les élections, c'était un peu en mars. Okay. Donc voilà. En parallèle de tout ça, je suis aussi vice-président d'une asso d'éloquence, donc les Beaux Parleurs, qui a pour vocation de vouloir démocratiser l'éloquence partout en France. Et c'est en fait axé plus pour les universitaires, donc les étudiants, avec, on l'espère d'ici quelques années, mettre en place un concours national, peut-être même d'ici quelques mois. Et en parallèle de tout ça, je m'y perds carrément parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que le cœur aussi de ce que je fais, c'est aussi mon activisme pour les droits humains, notamment au Soudan. Parce que voilà, aujourd'hui, s'il vit la crise humanitaire la plus importante au monde. Et depuis peu maintenant, depuis à peu près le mois d'octobre, je commence à m'exposer sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement parler de cette situation, qui est une situation très grave et qui me concerne en fait parce que je suis d'origine soudanaise, mais de nationalité aussi soudanaise et française. Donc c'était pour moi hyper important de pouvoir évoquer des sujets comme ça, parce que ça me touche, ça touche ma famille, ça touche mes proches de près ou de loin. Donc voilà. Et en parallèle de tout ça, en soi, j'aime bien moi finalement regrouper tout ça dans un jeune tout à fait lambda, qui a son job étudiant, qui est étudiant, je suis livreur d'ailleurs. Okay. Qui fait vraiment en fait. Ouais, totalement, exactement. Et qui fait plein de choses finalement, mais qui arrive à trouver le temps et qui arrive à s'organiser et qui se fixe pas forcément de barrières, parce que malheureusement, notamment nous, en quartier, on se fixe beaucoup de barrières par rapport à ce qu'on pourrait faire, et pour nous, c'est même impossible, voire on aime bien sortir l'excuse du on n'a pas le temps. On a le temps de faire pas mal de choses, maintenant c'est juste une histoire de priorité. Donc voilà ce que je fais à peu près dans la vie de tous les jours. À peu près. C'est beaucoup là, vraiment. Franchement, impressionnant. Non, bravo. Je suis extrêmement impressionnée, surtout que tu es très jeune. Ouais. Donc c'est... Bravo, je sais que ça à dire. Est-ce que tu peux me parler un peu du petit Basile? Comment tu étais enfant? Quand ça s'est... Ouais. J'ai toujours habité du coup à Chanteloup-les-Vignes dans le 78, où j'ai fait toutes mes classes, de l'école maternelle, élémentaire, jusqu'au collège. Donc j'étais un jeune homme assez réservé. C'est vrai que je me faisais pas forcément remarquer des autres. C'est vrai que voilà, je me remarquais pas, j'étais là dans mon coin, je faisais ma vie finalement avec mon groupe d'amis, donc tout à fait lambda. On n'aurait pas en tout cas misé sur moi, je pense, pour les années à venir, pour dire que pour tous ces engagements-là. Après ça, du coup, je suis parti au lycée comme tout le monde avec un bac technologique, sciences et technologies de l'industrie du développement durable, donc un bac STI2D, rien à voir. Okay. J'ai toujours voulu en fait devenir pilote d'avion de ligne, c'était mon rêve depuis tout petit. Malheureusement, les mathématiques m'ont rattrapé. Ah, c'est chiant. Ça tout sera rattrapé. Exactement. Et non, en soi, j'ai pas abandonné complètement le projet, mais voilà, j'ai préféré m'axer sur autre chose, parce que j'ai découvert aussi pas mal d'autres choses en parallèle de tout ça. C'est vrai que moi, j'étais engagé dès vraiment le plus jeune âge, à partir de l'âge de 15-16 ans déjà. Okay. J'étais déjà engagé, que ce soit déjà pour commencer dans ma commune, auprès d'associations. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'associations humanitaires, moi, quand j'étais plus jeune, et ne serait-ce que aider pour faire des maraudes, etc. C'est là où tu commences concrètement. Ouais, c'est là où tu rentres les premières personnes et tu fais tes premiers pas, quoi. Exactement, et c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir de pas mal de petites choses, et je commence à m'y plaire en vrai de vrai. À l'âge de 17, là où je grandis un peu plus, j'ai vraiment en fait commencé à trouver une vocation par rapport à l'humanitaire. C'est là où d'ailleurs j'ai fait mon premier voyage humanitaire à l'international. Okay. On avait fait une école en fait au Maroc, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale marocaine, wow. Avec qui on avait du coup on a construit une école, on a récolté des fonds ici et des fonds de personnes lambda finalement. Ça, du coup ouais, exactement. Incroyable. Avec un petit groupe, une coopérative d'association, une coopération d'association, et on a récolté 10 000 euros en 10 jours. Voilà, donc 1 000 euros par jour. Ouais, 1 000 euros par jour. 13 000 euros, je crois, excuse-moi, okay, en 10 jours. Genre plus de 1 000 euros. C'est ça. Et c'est là où j'ai vu que finalement, et ça m'a permis aussi de pouvoir voir que
quand on est là, on est soudés, on collabore, parce qu'on collabore avec une association de ma ville et une du 91, on peut faire de grandes choses. Et ne serait-ce que aller sur place, se rendre compte que, en fait, juste grâce à ton courage et grâce à ton engagement, tu peux réussir à faire des choses hyper intéressantes. Bah, pourquoi pas finalement en faire ma vie. Et c'est pour ça que je me suis orienté, en fait, tout simplement vers l'histoire, les sciences politiques aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et après, voilà, on verra vers où ça va mener en soi. Mais waouh, c'est trop bien. En vrai, du coup, t'as commencé à 15 ans. En vrai, je crois que j'ai commencé à peu près au même âge. Ouais. Parce que du coup, moi, je suis née en Côte d'Ivoire pendant la guerre civile. Après, j'ai bougé en Italie avec mes parents. C'était très chaud. Du coup, je suis partie en France et on a fait genre 20 000 quartiers. Moi, j'ai toujours habité dans le 92, mais pas comme toi. J'ai jamais habité dans une ville fixe. Ça veut dire que j'ai pas de... Genre, je connais pas grand monde t'as pas ton ancrage dans la ville et tout. Pas du tout. J'ai aucun ancrage. C'est pour ça que je voyage tout le temps, parce que je suis nomade. Apparemment, ma famille, c'est des nomades. Donc, je pense que j'ai juste suivi la lignée. Ouais, c'est les gènes. Je préfère dire ça. Je dis ça à mes darons, c'est mon excuse. Mais du coup, en vrai, ouais, franchement, c'est... Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, avant de raconter justement quand tes parents sont arrivés en France, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être un jeune racisé, issu de quartier, et justement s'engager très tôt parce que tu as besoin de montrer que tu sers à quelque chose, genre? Bah, je pense que le cadre dans lequel on vit, en tout cas nous, dans les quartiers, c'est ce qui finalement nous forge. Et j'ai envie de te dire, si j'aurais jamais grandi dans les quartiers, notamment où j'habite moi, j'aurais jamais peut-être découvert ces associations-là. Et axé en plus de ça, vers l'humain, vers le solidaire. On n'a pas les mêmes problématiques dans nos différents territoires. Et en vrai de vrai, c'est ça. C'est d'où moi je suis né, d'où moi je viens. C'est là où finalement, t'as des réalités, t'as la réalité du terrain aussi qui te rattrape et qui fait que tu deviens comme ça. Maintenant, l'engagement, c'est quelque chose en soi qui est venu à moi, on va dire. Je pourrais même pas l'expliquer en soi, parce que c'est vrai que moi, dans ma ville, on a un peu de mal avec le fait de s'engager. Même ne serait-ce que, ça c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à chaque fois aux jeunes, c'est de sortir finalement du cadre dans lequel tu as vécu, parce que si tu restes renfermé à chaque fois, quartier, au bout d'un moment, tu as un plafond qui te permet plus d'avancer, malheureusement. Et ouais, en soi, c'est le cadre de vie dans lequel j'ai vécu qui a fait que j'en suis là, je pense, aujourd'hui. Et j'en suis totalement reconnaissant. Et je pense que c'est hyper important aussi de le souligner. Parce que je pense que si j'aurais habité dans le 16e arrondissement, par exemple, ça n'aurait pas été la même chose, je pense. Non, t'as pas les... Non, c'est pas les mêmes codes, pour le coup. Non, c'est pas les mêmes codes. Moi, j'ai grandi à Boulogne aussi, notamment dans mes 15 000 vies. Et j'étais pas cool au 16e arrondissement, en fait. Et donc, quand j'allais au collège, j'allais avec des gens qui étaient très, très riches. Et moi, ma mère, mes parents, ils sont engagés déjà dans les assos. Ils s'occupent d'orphelins depuis que je suis née. Donc, ça veut dire que j'ai grandi pour le combat dans l'engagement. Excellent. Mais il y a aussi ce truc où en fait tu te rends compte que justement comme tu disais, en fait quand on est issu de lieux un peu moins favorisés, il y a vraiment déjà de base la culture en elle-même, elle est très solidaire, on s'aide tous, on garde les enfants des uns des autres. Moi je sais que j'ai gardé les enfants de mes voisines puisque elles devaient aller bosser, c'était chaud. Ma mère des fois elle le faisait, des fois quand tu cuisines tu partages avec tout le monde. Moi j'ai grave ce souvenir de ma mère qui fait du tchèp et alors, elle en fait vraiment littéralement pour tout le bâtiment, tu vois. Je me dis mais ma star elle ouvre un restaurant aussi, tu vois, mais du coup je pense que tu as complètement raison et je voyais aussi les gens dans le 16e qui se disaient mais non mais pourquoi tu fais tout ça, c'est vrai. Tu vas faire des clean walk, enfin genre tu vois, et j'ai fait des clean walk aussi, on m'a pas craché dessus, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil, genre non, t'as pas du tout au niveau de l'hospitalité, au niveau du partage, vraiment du fait qu'on arrive en tout cas tous à vivre en fait tous ensemble. Tu sais, c'est pas les mêmes valeurs finalement avec lesquelles on a grandi. Et je pense que nos parents, parce qu'en soi là j'en fais une généralité de toutes les personnes qui habitent en banlieue, ils ont transporté finalement avec eux leur culture de nos pays différents finalement, mais qui se ressemblent en fin de compte, parce que moi, le fait de partir chez un ami à moi comme ça, des fois il y a même pas, je me pose, il y a même pas ses parents, il y a même pas, il est même pas là, pardon, il y a que ses parents, je me pose, je discute avec eux, etc. C'est des trucs que tu retrouveras pas en tout cas chez des familles finalement un peu plus occidentalisées, si tu vois ce que je veux dire. Et mais je pense que c'est beau finalement, tu vois. Ils ont ramené l'Afrique avec eux. Ouais, non, c'est l'Afrique qui gagne à la fin, et c'est le Sud global qui gagne, puisque même chez les Asiates ou chez les Sud-Américains, il y a ça. Mais pour la vanne, par exemple, chez les néerlandophones, enfin chez les Néerlandais, aux Pays-Bas, il y a cette tradition qui fait que quand tu vas chez les parents de tes potes, quand tu vas chez tes potes, tu dois payer ton repas. Ah ouais. Ouais, je te même jure. Non, ça... bon. Non, c'est dingue. No shade, mes potes néerlandophones. I love you all, guys. Mais genre vraiment, il y a vraiment ce truc et c'est culturel. Genre, Moi, je sais qu'il y a des potes à moi, là, à contraire de ce que tu dis, qui, quand il allait chez un ami à lui, du coup, il mangeait à table avec la famille, etc. Le père de son ami,
il lui dit si tu ne sortiras pas de la maison tant que tu n'auras pas fini ton assiette. Ouais, tu vois, ça c'est vraiment... c'est pas, c'est pas les mêmes... Tu sais pas d'où vient la viande, t'as rien payé, t'as rien contribué, tu viens juste, tu te poses et tu grailles. Non, pour le coup, c'est vrai que c'est pas une généralité. Attention, tous les néerlandophones ne sont pas comme ça, mais quand même, c'est important de montrer qu'il y a vraiment des disparités, mais qui sont très belles aussi. Et donc, quand tes parents viennent en France, du coup, tes parents sont soudanais, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en général, la diaspora soudanaise, elle est en Angleterre, elle est en Belgique, elle est pas en France. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Dans l'histoire du Soudan, c'est vrai que c'est... Oui, parce que t'es un professionnel en plus, donc un cours d'histoire. Voilà, exactement. C'est excellent. Prof d'histoire, on va faire un petit cours. Non, dans l'histoire du Soudan, c'est vrai que c'est une colonisation britannique, et c'est pour ça qu'on a l'arabe, nous, en langue principale, mais aussi l'anglais qui est quand même assez répandu dans le pays. Et en toute logique, les Soudanais, quand ils viennent ici en Europe, c'est pour aller en Angleterre. Comme tout chemin d'immigration, quand tu remontes au bout d'un moment, bon, tu t'arrêtes. Et il y en a qui s'arrêtent en France et qui vont pas, même qui s'arrêtent en Italie pour certains qui vont pas plus loin. Mais ouais, moi mes parents ils sont venus début d'année 2000 à peu près. Donc voilà, pour mon père en tout cas c'est vraiment on va dire le chemin on va dire classique, la Libye, bateau, etc. Dans des conditions extrêmes. Ma mère un peu plus facile de son côté parce que c'est pas forcément, enfin elle n'a pas eu de la même manière. Autrement voilà, ils se sont rencontrés ici en France, ils se sont mariés. Donc voilà, et par la suite du coup franchement j'ai pas à faire le menteur, à dire oui mais on a grandi dans le dur, 0 € dans les poches. C'est faux. Tu pourrais, hein. C'est faux. C'est faux. On va pas fastidier, tu veux. C'est faux. Non, franchement, j'ai jamais manqué de rien. C'est pas, voilà, j'ai pas été millionnaire non plus, mais en tout cas, quand j'avais besoin de quelque chose, voilà, j'ai grandi, je pense, de manière assez, voilà, tranquille. Aujourd'hui, mon père, il est concierge sur un quartier. Ma mère, elle est femme de ménage. C'est pas des postes de fou, mais voilà, aujourd'hui, ils ont tout fait pour que j'essaye en tout cas de manquer de rien. Et je me suis jamais plaint. De toute façon, j'ai jamais été un enfant compliqué. J'ai une petite sœur, donc on est deux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et voilà, au fur et à mesure du temps, finalement, je pense que aussi, moi, je pense en tout cas dans nos quartiers, il y a aussi cet aspect chance qu'il faut avoir. C'est en vrai de vrai, ça tombe sur toi. Moi, j'aurais pu très bien être le jeune qui fait totalement n'importe quoi. Comme c'est des trucs que tu contrôles pas forcément, tu vois. Donc voilà. Mais bien évidemment, que mes parents, ils ont beaucoup contribué à tout ça, et je pense que ça voilà. De toute façon, c'est évident, on peut même pas leur enlever. C'est ça. Je pense que déjà le fait ta conception en elle-même était juste un peu leur fruit, donc ça c'est trop bien. Mais du coup, comment ça s'est passé à la maison ? Parce que finalement, ok, vous êtes arrivés, mais la diaspora soudanaise, elle n'est pas du tout présente en France comme on l'a vu. Comment ça s'est fait justement ce travail de culture entre le Soudan et la France ? Faut savoir que c'est vrai que, comme je l'ai déjà évoqué d'ailleurs, la diaspora soudanaise, c'est pas une diaspora qui est là de longue date en fait, et qui est beaucoup plus importée pour le coup en Angleterre qu'ici en France et même dans d'autres pays, malgré le fait que voilà, on la voit de plus en plus. Et ça, c'est dû finalement à ce qui se passe là-bas depuis maintenant, on va dire la grosse guerre qui a frappé et qui a fait qu'il y a eu un gros moment où justement les Soudanais venaient, c'était en 2003. La guerre du Darfour, où là, pour le coup, c'était une vague de Soudanais qui venait vraiment par centaines et par milliers même. Et au fur et à mesure du temps, on va dire que ça s'est un peu plus calmé, même si en soi, le conflit il reste quand même vacant jusqu'à là, finalement, entre 2019 et 2023, où là, ça commence vraiment à frapper. Et t'as encore une vague de Soudanais, encore là, certains membres de ma famille, carrément, qui viennent encore en France pour pouvoir tout simplement... partir et fuir la guerre, parce que c'est vrai que ça devient vraiment compliqué. Comme je te disais, on parle de la crise humanitaire la plus importante au monde, c'est vraiment chaud. Au-delà de ça, par rapport à la culture et comment ils ont réussi à m'apporter tout ça, en soi, c'est venu tout seul. Pour te donner un ordre d'idée, moi, quand j'étais petit, on avait pour règle de parler qu'arabe à la maison, par exemple. Okay. Et moi, j'ai pas appris le français à la maison, c'est une fois arrivé à l'école où là, j'ai commencé à parler français. Et à aimer finalement la langue française, puisque je fais de l'éloquence, donc voilà. mais arabe aussi, parce que c'est important, il ne faut pas oublier aussi, je pense, nos cultures et la langue finalement qui est parlée dans le pays. Et voilà, finalement, après, c'est vrai que comme les Maliens, comme les Marocains, comme les Algériens, on n'a pas comment dire,
c'est ce groupe de diaspora fief, sur lequel ouais, on peut se, tu vois, on Mm. peut se retrouver. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des amis à moi, maliens, à Chanteloup, qui me disent, moi, des fois, je vais voir ma famille à Montreuil, parce qu'il y a une grosse communauté de Maliens là-bas pour pouvoir me retrouver, tu vois. Montreuil, c'est malien. Hein. Ouais, c'est ça. Montreuil, c'est la Montreuil, c'est Bamako. C'est Bamako. Bamako bis. Tous les dimanches, il y a un mariage à Montreuil. C'est ça, exactement. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas eu tout ça, mais on a quand même réussi à garder cet esprit-là. Et c'est vrai qu'aussi, depuis que j'ai 2 ans, tous les 2 ans, depuis que j'ai 2 ans, jusqu'à 2020, 2019 à peu près, la dernière fois que je suis parti au Soudan, je me rends en fait au Soudan tout simplement. Okay. Donc ça, je pense que c'est hyper important tous les 2 ans, comme ça, de se rendre dans son pays. On reste pendant la période des vacances scolaires, donc je pense que voilà, c'est important et ça contribue aussi. Ok, bah franchement c'est trop bien. Mais est-ce que tu penses que parce que moi moi j'adore le Soudan, mais attends, on parle comme une raciste. J'adore le Soudan, Non, j'adore le Soudan pour 2 choses. La culture soudanaise qui est très très belle je trouve, et aussi la poésie. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu fasses de l'éloquence, que les Soudanais sont connus pour être des poètes? Peut-être que c'est dans les gènes, j'en sais rien. Peut-être dans tes gènes comme moi, le fait que je voyage tout le temps, tu vois. Donc c'est ça, exactement. C'est vrai que j'aime beaucoup. C'est vrai que on a ce rapport-là à la poésie. C'est vraiment en fait de l'arabophone mélangé avec. Le Soudan, c'est vraiment plusieurs cultures qui se mélangent finalement, le choc de plusieurs cultures. C'est vrai que j'évoque beaucoup le fait que voilà, on a aussi une partie du pays qui est arabe, mais d'autres ethnies d'ailleurs qui se retrouvent. Et en soi, c'est la source aussi du conflit finalement qui règne aujourd'hui. Le fait que ces différentes ethnies-là qui vivent entre eux, malheureusement, ils n'arrivent pas forcément à cohabiter et que ça fasse finalement un craquage, en tout cas des tensions finalement entre ces ethnies. Mais ouais, totalement. Moi, je pense que en soi, si j'aurais pas été soudanais, peut-être que je serais pas dans des actrices d'éloquence, j'en sais rien. mais ouais, ça y contribue beaucoup et c'est vraiment comme tu as dit, un pays riche de par sa culture et c'est ce qui garde finalement de plus précieux après ces guerres-là, parce que franchement, ça a été dévastateur, mais de fou. Ah ouais, mais ça, c'est un élément qui est commun. Enfin, j'ai remarqué dans toutes les guerres, c'est que la première chose qu'ils essaient de détruire les belligérants, enfin pour moi les agresseurs, les génocidaires et tous ces groupes de gens très méchants, c'est vraiment la culture finalement, c'est l'histoire du peuple et il y a vraiment cet aspect destructeur. En fait, on va tuer des gens, on va agresser des femmes, mais on va aussi tuer la culture. Parce qu'en fait, finalement, la culture, c'est aussi le signe que l'histoire, elle se perpétue. Exactement. Enfin, les peuples reviennent et se reconstruisent sur la base de leur histoire, finalement. Donc, ouais, je comprends et c'est terrible. Mais c'est terrible, terrible. Est-ce que tu te considères comme arabe, du coup ? C'est vrai que moi, pour ma part, du coup, j'ai mon père qui vient... mes 2 parents viennent de 2 régions différentes, totalement différentes. Ma mère, pour le coup, elle a aussi des origines érythréennes. Au-delà du Soudan, donc elle vient d'une ville pas loin d'ailleurs de ces frontières-là, au niveau de l'Éthiopie, etc., qui s'appelle Kassala. C'est une grande ville de cette région-là, et mon père un peu plus vers le sud, centre-sud du pays. C'est vrai que de par d'où je viens et en soi la langue qui prime aujourd'hui au Soudan, c'est l'arabe, donc bien évidemment que je suis arabophone, de par certaines cultures aussi qui résident, donc en soi même j'ai toujours grandi dans ce délire là finalement d'être arabe, et aujourd'hui quand moi je viens des pays arabes, tu vois, j'ai pas de problème avec ça et ça se passe toujours bien, malgré le fait que aujourd'hui, il y a d'autres ethnies aussi au Soudan qu'il ne faut pas oublier et qui sont en soi opprimées, parce que, pour un petit rappel d'historien, aujourd'hui, la guerre au Soudan, elle est due au fait qu'une seule ethnie, pour le coup là c'est l'ethnie arabe, a voulu centraliser le pouvoir autour d'eux-mêmes, et ils n'ont pas voulu partager finalement tu vois, le pouvoir, et c'est ce qui fait derrière les sources de conflit, notamment le Soudan du Sud, la scission entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord maintenant, qui fait que depuis 2011 maintenant, ils sont indépendants, donc le plus jeune d'ailleurs pays du monde. Donc voilà, c'est ça finalement, c'est la cohabitation de ces cultures-là qui fait que ça marche pas forcément. Alors, on a un nouveau concept qui s'appelle cliché ou vérité. Du coup, je vais te donner un fait et tu vas me dire si c'est un cliché ou une vérité. Okay. Les Soudanais, on sait pas trop d'où ils viennent. On sait pas où ils se situent sur la carte. Enfin, si, un petit peu, mais on sait pas. On sait pas trop c'est quoi votre réalité. Est-ce que vous êtes arabe, vous êtes africain, vous êtes noir, vous êtes blanc? Qu'est-ce qui se passe? Là, pour le coup, c'est plus...
J'aurais dit cliché parce que j'aurais dit vérité à un moment. Là, je dis plus cliché parce que c'est vrai que plus je rencontre du monde, plus je me rends compte que finalement, en soi, il y a quand même pas mal de monde qui savent où se situe le Soudan finalement et qui sauront te situer le Soudan sur une carte. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la culture, au niveau de. En tout cas, moi, c'est vrai qu'on me dira pas directement ouais, t'es Soudanais. On m'a beaucoup fait passer pour un Sénégalais, pour un Malien. On mélange beaucoup l'Afrique subsaharienne, en fait, au Soudan. Mais non, en soi, c'est aussi une vérité parce que malheureusement, je sais pas si c'est dû, c'est aussi dû au fait que, tu sais, au Soudan, malheureusement, ça a été aussi longtemps une guerre de conflit et qui est pas forcément médiatisée, voire même jamais médiatisée pour certains médias. Et je trouve ça hyper dommage parce que, malheureusement, on met pas forcément en avant, même ne serait-ce que les cultures soudanaises à l'échelle mondiale. Et je pense qu'il y a aussi le devoir aussi du gouvernement en fait, qui a été mis en place auparavant, du fait de vouloir promouvoir aussi la culture soudanaise qui n'a pas forcément été remplie, je pense. Je ne saurais te dire, mais autrement, je pense que, ouais, et je pense que c'est des personnes comme moi, comme d'autres Soudanais aussi, qui doivent contribuer à tout ça. Le fait de promouvoir la culture soudanaise et de montrer à certaines personnes où est-ce que le Soudan se situe sur une carte. Je pense que c'est important. Et non, vraiment, essayer d'exposer, que ce soit le conflit ou même tout simplement le Soudan, un maximum. Mais c'est vrai que t'as pas tort, c'est aussi une vérité. Ok, donc c'est 50-50 en fait. Voilà, exactement. Est-ce que, justement, ça revient un peu à ce que tu viens de dire à l'instant, les Soudanais, ils ont la double peine, donc le fait d'être noir et arabe. Ouais. C'est vrai que ça, je l'avais évoqué dans la dernière de 1, 2, 3, 4. Je l'avais évoqué dans la dernière de mes interviews pour Bouscapé, où j'évoquais le fait qu'on a la double sentence, noir, arabe. Je vais même rajouter aussi le fait qu'on est musulman, en tout cas majoritairement au Soudan. C'est vrai que c'est compliqué parce que on médiatise pas, en fait, comme je le disais, ces conflits-là. Va savoir c'est pour lequel de ces 3 facteurs que je viens de citer, ou peut-être les 3. L'intersection, elle est assez folle. C'est ça. Mais malheureusement, ouais, on a cette sentence-là qui fait que on s'intéresse pas forcément à nous. Mais voilà, c'est la cause soudanaise, mais c'est aussi la cause au Congo, mais aussi dans d'autres pays. Voilà. Il y a des explications qui font que aussi la cause soudanaise, c'est, je pense, un conflit hyper compliqué à comprendre et même ne serait-ce qu'à expliquer. Moi, je prends du temps aujourd'hui à me poser, à comprendre, à expliquer parce que tu as différents points de vue, c'est pas forcément le conflit un peu comme au Congo où là, pour le coup, on exploite et on veut cacher l'exploitation. Là, c'est sur d'autres aspects parce que moi, j'estime que le conflit au Soudan, il est aussi dû à certaines ingérences qu'il y a eu au niveau du gouvernement et que ne serait-ce que là, actuellement, si ça éclate, c'est que au bout d'un moment, ça a craqué. Ouais. Mais c'est pas forcément dû à des personnes, enfin, en tout cas, des acteurs extérieurs, malgré le fait qu'il y a des acteurs extérieurs qui se positionnent aussi par rapport à la guerre au Soudan pour essayer de faire se faire du business en fait finalement sur le dos des Soudanais. Donc voilà. Mais en soi, ouais, c'est un peu de notre faute aussi à nous, tu vois. Ok. Ouais. Parce que tu penses pas que, avant d'arriver à la troisième fait, mais tu penses pas qu'il y a aussi quelque part, parce que du coup moi quand je regarde vraiment, quand je fais de l'activisme sur tout ce qui est droits humains, je regarde aussi l'aspect extérieur, mais comment c'est fait, tu vois. Et je trouve qu'au Soudan, quand même, il y a de l'extractivisme de l'or par les pays à côté qu'on citera tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas se taire sur les pays qui font des choses qui ne sont pas bien. Totalement. Mais du coup, je pense que... Mais après, comme tu l'as dit, c'est certes, ok, c'est un conflit qui est très dur à expliquer, mais je pense qu'il faut aussi être capable de l'écouter. Et c'est trop facile de dire « Oh non, c'est trop dur, je ne peux pas écouter ça, ça me dérange. » Enfin, il y a plein de gens qui se leurrent dans ce confort aussi. Et c'est pour ça que j'essaie de le vulgariser aussi dans ma manière de l'amener, parce que c'est vrai que si je reste hyper carré sur tout ce que je vais dire par rapport au conflit, au bout d'un moment, on va me perdre dans mon récital. Mais ouais, vulgariser un maximum le contenu pour donner un ordre d'idée. La dernière interview que j'ai menée, j'ai parlé pendant 40 minutes pour une vidéo de 2 minutes parce que c'était trop long et on savait même plus quoi garder, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais ouais, essayer de vulgariser en tout cas le contenu pour que l'audience, en tout cas les Français, les jeunes Français puissent s'y intéresser et comprendre en moins ce qui se passe là-bas. Et voilà, c'est moi en tout cas mon combat numéro 1 et c'est comme ça que j'arrive à sensibiliser un maximum de monde. Et ensuite, troisième fait, les jeunes de la diaspora sont obligés de s'engager pour exister en France. Je pense que tu as raison, parce que c'est vrai que moi j'ai réfléchi par rapport à ça pendant un bon moment et en soi c'est vraiment, je pense, une vérité en quelque sorte, parce que on a plusieurs chemins pour parvenir à où est-ce qu'on veut parvenir, en tout cas surtout au niveau de l'échiquier politique,
Et moi, je me suis toujours dit que finalement, tu avais deux chemins. Et c'était même trois, on va dire, allez. T'as soit le jeune hyper studieux, finalement, qui sait vers où il va et qui, de par ses études, arrive à se départager des autres et, je sais pas, par exemple, dans l'administration, arrive à avoir des postes assez intéressants et arrive à parvenir à de postes, finalement, que des personnes de certaines élites pourraient accéder. T'as certaines personnes aussi qui... moi, je les appelle les vendus en soi, qui aujourd'hui arrivent à accéder à certains postes parce que voilà, ils renient aussi pas mal d'où ils viennent et ce que leurs parents potentiellement auraient pu vivre et même ce que eux-mêmes certains ont vécu. Et tu as ces personnes-là, un peu comme toi, un peu comme moi, un peu comme certaines autres personnes aussi, qui de par leur activisme, de par le fait qu'ils soient un peu finalement extravagants, tu as vu dans ce qu'ils proposent, que ce soit sur les réseaux ou même autre part, qui font qu'ils se démarquent des autres et finalement on peut pas passer à côté de ça. T'sais, nous, c'est les gens de notre génération qui nous donnent notre légitimité et c'est comme ça qu'on arrive à gravir les échelons, en tout cas on l'espère au fur et à mesure du temps et qu'on arrive à se faire remarquer aussi sur l'échiquier politique et je pense que c'est hyper important parce que finalement ça fait que notre parole elle est valorisée et ouais c'est hyper intéressant. Et je trouve ça dommage quand même que tu es obligé, parce que du coup, bon, je me tire un peu une balle dans le pied, hein, parce que je m'expose. Mais je sais que, par exemple, quand j'avais cofondé la Jeunesse Populaire en 2024, j'étais vraiment dans cette take de me dire non, j'ai pas du tout envie de me montrer. Genre vraiment, au début, j'étais là, mais j'ai pas envie de m'exposer, j'ai pas envie parce que je trouve que justement, là, regarde, toi, tu es activiste pour la cause soudanaise, tu vas être essentialisé pour ton activisme. Ça veut dire que si tu fais l'erreur de faire une erreur, ils vont dire ah non mais regarde mais c'est à cause de lui finalement oui c'est ça exactement non mais t'as raison et du coup c'est horrible et moi je sais que par exemple quand je parlais beaucoup de la RDC j'ai fait des conférences tout ça et à un moment donné parce que je devais partir en Suisse et que ma vie c'était juste un mess j'avais plus le temps de parler même de faire de stories j'avais plus de téléphone et les gens me disaient ouais mais pourquoi tu parles plus t'as raison. Et du coup tu te dis mais ok c'est bien et comme tu le dis on a besoin de ça finalement pour que nos voix soient entendues parce que on n'a pas le privilège blanc de juste penser quelque chose et que ce soit sacralisé. En fait, quand on est racisé, on est obligé de le porter haut et fort. On a un poids énorme, je pense, qui a sur nos épaules. Du haut de mes 20 ans, moi, pour donner un ordre d'idée, ma première prise de parole que j'ai eue au grand public, non, pour le coup, elle était plutôt chill. C'est vrai que la deuxième, que j'ai porté la voix des Soudanais au Champ de Mars, après les méfaits qu'il y a eu à El Fasher au Soudan, une manifestation qui a été organisée où j'ai été invité et encore invité c'est un grand mot parce que j'ai pris du temps et j'ai eu du mal à prendre la parole au moment où j'ai réussi à prendre la parole c'est vrai que c'est ma première apparition en public quand je vais justement pour aller prendre la parole t'as une personne que je connais pas qui m'attrape par le bras c'est une anecdote j'aime bien la raconter parce qu'elle est hyper pertinente que je connais pas hein, et qui me met en garde en fait fais attention parce que y a des membres du gouvernement soudanais qui te regardent, des membres du gouvernement français. Tu peux très vite être fiché S et on peut vite, en fait, finalement, te classer parmi des personnes. T'aimerais pas forcément qu'on te classifie, mais voilà. Et c'est là où, tu vois, tu ressens aussi toute la pression qu'il y a sur tes épaules. Malgré le fait que moi, j'étais tout, tu sais, le monde tout beau, tout rose, je viens pour juste... juste que tout le monde y soit heureux. Exactement, tu sais, vraiment, moi, je pensais que c'était ça. Ouais. Et quand il me dit ça, tu sais, c'est une clim dans mon cerveau. C'est-à-dire que moi, quand je monte, j'ai oublié tout mon discours. J'essaie de me rappeler de ce que je devais dire. Il ne fallait pas bégayer parce qu'encore une fois, c'est la première fois que tu parais devant du monde, etc. Bah, heureusement que, d'ailleurs, je remercierai toujours. J'ai une belle équipe de communication derrière moi qui me suivait et qui a réussi à en tirer quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça aujourd'hui, tu vois. Il y a l'aspect chance aussi qui fait que tu rencontres des personnes qui font que tu arrives à t'en sortir, etc. Mais on peut vite t'éteindre. On peut vite éteindre. Encore là, on est jeune, on peut faire passer ça sur la jeunesse, etc. Et encore. Mais ouais, tu peux vite disparaître comme t'es venu. Ah, comme t'es apparu. Ouais, surtout, je trouve que c'est un monde qui est très... En vrai, on n'en parle pas assez, mais vraiment ce côté un peu compétition, malsain. Mais du coup, là, on parlait de ton côté engagement. Ok. T'as 20 ans. T'es activiste, conseiller municipal, chargé de la jeunesse. Comment c'est venu cet engagement-là pour la politique sociale et culturelle ? C'est vraiment, je pense aussi, tombé sur moi. Et je pense aussi le fait que je quitte le cadre de vie... dans lequel j'ai toujours été, donc ma ville Chanteloup, et de partir à Lorient, en Bretagne, pour faire ma première année universitaire, ça a changé aussi la donne. C'est là où d'ailleurs où j'ai réussi à rentrer dans cette asso d'éloquence dans laquelle aujourd'hui je suis vice-président.
Et pour la petite histoire, finalement, c'est lors d'un concours d'éloquence que j'ai présenté, que le député de la circonscription du Morbihan, à ce moment-là, vient vers moi, en tout cas me convoque quelques semaines après pour me recevoir et pour que je puisse faire partie de sa liste sur les élections municipales en tant que représentant des quartiers de Lorient. Quand j'entends ça, tu sais, t'es flatté, mais avec du recul, tu te dis en quoi je suis légitime de représenter les quartiers de Lorient. Ça fait quelques mois que je suis là. Il a vu un Renoir qui savait tenir un micro et que ça vient parler devant une assemblée. Et c'est comme ça qu'il l'a interprété. Mais autrement, voilà, j'en serais aussi totalement reconnaissant parce que ça m'a permis aussi une certaine ouverture d'esprit et de me dire, dingue, un député a pu m'approcher, en soi, pourquoi pas faire ça dans sa vie tout simplement. Ouais. Et c'est là où, pour le coup, je reviens et je décide finalement de construire en fait finalement un petit mouvement autour de mes intérêts, autour de ce que je fais, autour des intérêts aussi des gens avec qui j'ai grandi, pour essayer de faire valoir ma voix, la voix des jeunes avec qui j'ai grandi. Et c'est comme ça que j'ai été aujourd'hui conseiller municipal à la jeunesse et à la citoyenneté. Et on essaye de rentrer dans le game petit à petit parce que j'apprends beaucoup aussi. Ça fait maintenant plus d'un mois maintenant que le mandat a commencé. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et de continuer dans cette dynamique-là. Et je pense que ça va aussi dans une continuité logique de mon activisme pour le Soudan et le fait de mélanger un peu les deux finalement. C'est en lien, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que tu as des engagements à gauche, à droite. Il faut réussir à trouver le temps pour tout. Notamment aussi avec l'école parce qu'il ne faut pas le négliger. Je pense que ça c'est le premier truc sur lequel il faut se focus, mais voilà, c'est comme ça que finalement j'arrive à gérer un peu de ça. Okay. Comment tu as vécu la période électorale là, avec tout ce qui s'est passé, le racisme, je sais même pas dire ambiance, c'est juste je sais même pas de mots pour décrire le racisme dégueulasse qui est vraiment... c'est vrai qu'en fonction du territoire où tu habites, tu n'as pas les mêmes problématiques. On a tous grandi dans des territoires différents. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'est une municipalité où la maire actuelle, ça fait maintenant des années qui règne et ça se passe très bien depuis tout ce temps-là. Mais on n'a jamais eu ce groupe finalement de jeunes qui décident simplement de s'engager, ou ne serait-ce que même le jeune qui décide de s'engager pour les gens qui le ressemblent, pour les gens avec qui il a grandi. Donc là, je parle plutôt du quartier, parce que c'est divisé en deux. Tu as le village, on appelle ça le village. Même anciennement, en fait, dans l'histoire de la ville de Chanteloup, c'est un village où c'est vu s'implanter comme ça. En gros, c'était des politiques à l'époque. Ils ont dit on va poser ici le quartier, parce qu'à côté, il y avait Stellantis actuellement, et à l'époque Peugeot, où pour le coup, on y bossait. Et voilà. Mais ça se passe bien, et l'idée, c'était vraiment en fait de rentrer et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau à cette dynamique-là. Et voilà, après, sur le long terme, on l'espère en tout cas, potentiellement essayer de gravir les échelons et voir beaucoup plus haut. Présidentiel, pourquoi pas. Barack Obama. C'est tellement problématique. Zoran Mamdani, exactement. Mais ouais, à voir. Mali Bakayoko, plein de... Exactement, peu importe finalement. Mais ouais, essayer de gravir les échelons et de voir, et de toute façon, encore une fois, moi je laisse le temps faire et on verra où est-ce que ça va me mener. Ok. Parce qu'en vrai, peut-être que tu seras juste le premier Basile, du coup, finalement, pas de personne derrière. Hein. Peut-être que je m'arrêterai à être conseiller municipal, comme peut-être que je serai le futur Bali Bakayoko. Le futur Basile Mohamed, on sait pas, tu sais, c'est très chill, en face, rendre la tête, on se met à plein de... Mais d'ailleurs, c'est ça la question, finalement, c'est que tu fais beaucoup de choses, comment tu arrives à articuler toutes ces choses ensemble ? J'arrive à trouver le temps parce que voilà, c'est dans une bonne organisation, dans aussi le fait de savoir prioriser ce qui est le plus important au moment venu, même si en vrai c'est assez compliqué. C'est un combat en soi que je mène. Le plus dur, c'est ça, c'est l'orga, et c'est aussi de comment dire, tu sais, au niveau quand tu es activiste, tu dois toujours, pour pas dire innover, tu sais, tu dois toujours essayer pour pas, tu sais, surtout dans des conflits comme les conflits soudanais, ne pas être redondant dans ta manière d'amener le conflit. Pas faire 10 000 vidéos sur expliquer le contenu au Soudan. Bref, c'est plein de trucs sur lesquels tu dois penser. Et si t'es mal entouré, ou du moins si... Je pense qu'il ne faut pas être tout seul dans les moments comme ça. Et essayer de faire en sorte de trouver le temps un peu pour tout. Même si des fois, c'est hyper dur. Hein. Moi, des fois, quand je vais au travail, où je suis livreur d'ailleurs pour une sandwicherie, pendant que je suis en livraison,
dans mes oreilles, je mets des écouteurs et je suis en réunion avec l'asso, avec la des gens. chienneté, quoi. Ouais, non, c'est chaud, je coupe mon micro pour pas qu'ils entendent qu'il y a... C'est dur. Ouais, non, c'est dur, c'est dur de fou. Et voilà. Après, arrivera un moment où certainement je devrais prioriser certaines choses. Inch'Allah, j'espère pour toi, frère, parce que c'est chaud, t'enchaînes. C'est chaud, ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Toi, non, c'est chaud de fou. Mais on arrive quand même à trouver le temps. Maintenant, voilà, surtout dans les périodes creuses comme ça, essayer de trouver le temps pour poser voilà, des moments où tu peux justement optimiser ton quotidien. Voilà. Ok, bah franchement, c'est force. C'est tout ce que je vais dire. Force à nous, Force à nous, mais c'est vraiment t'enchaînes. Franchement, les réunions pendant les livraisons. Ouais, non, c'est chaud. Moi, je suis plutôt ça dans le train, mais c'est vrai que pendant les livraisons, j'ai jamais été livrée. Je bossais en restauration et c'est très très chaud aussi parce que en fait, tu fais un taf, mais tu penses au truc que tu dois faire dans 2 secondes. C'est ça. Tu fais le truc que tu fais là maintenant, mais tu dois penser à ce que tu dois dire, comment tu dois le dire, comment tu dois l'emmener. Et surtout, les gens, ils attendent de toi, enfin, dès que tu commences à faire un truc, que tu parles tout le temps de la chose. C'est le sac de Dora, genre t'as toujours un nouvel outil qui sort pour expliquer une problématique, sauf que guys, j'apprends comme vous, genre. Exactement. Ouais, bah, c'est ça. C'est assez, je trouve ça très malsain quelque part aussi finalement, genre c'est très dur mentalement. Enfin la santé mentale, c'est chaud, je trouve. Ouais, totalement. Après, c'est vrai que tout dépend aussi de toi et finalement, en fait, la santé mentale, ça dépend aussi de toi, ta personnalité, comment tu vis les choses aussi, je pense. Exactement. Et non, franchement, moi, j'arrive à gérer en tout cas le truc, mais je sais qu'à certaines personnes, c'est compliqué. Là, il y en a, c'est chaud. Il y en a dans le monde associatif. Ça part en burn-out. Carrément, je pense que tu la connais, Sarah Benani. J'ai cofondé Jeunesse Souffleur avec elle, donc ouais. Chaud. Ouais, non, mais surtout qu'il y en a vraiment plein. Je pense toutes les 2-3 semaines, il y a un activiste ou un politicien ou quelqu'un qui tombe en burn-out parce que bien sûr. Parce que des fois la charge elle est juste bien sûr. Pour l'humain elle est compliquée, très très folle, et quand tu as surtout des charges comme ça de militer pour des combats qui sont même pas là en fait, qui sont pas devant toi. Tu vois, donc les gens, en plus de leur faire imaginer ce qui se passe, tu dois leur faire comprendre et leur faire s'engager. Totalement. Toi aussi, t'as une double peine, enfin une triple peine à la fin de ton activisme. Du coup, mais comment tu fais aussi, petite question, avec tes parents, justement, comment ils appréhendent ta vie de conseiller municipal, ton activisme aussi, je pense qu'ils doivent être fiers quelque part de ton activisme. Et aussi pareil, mais deuxième question, mais qui est pareil, t'es chargé à la jeunesse. Donc, vu que ce week-end, t'étais avec des CMJ, c'était trop chaud. Comment est-ce que tu leur apprends aussi un peu, t'essayes de faire ce travail, parce que ça commence très jeune en vrai, ce travail de sensibilisation et d'activisme. Est-ce que tu formes des petits activistes ou pas? C'est vrai que là, pour le coup, pour évoquer la question des parents, c'est pas... Ils se rendent pas forcément compte. C'est compliqué en fait à leur expliquer. Alors, moi, j'arrive dans un moment en fait où j'explique même plus, et je les laisse juste voir. C'est vraiment juste regarder sur les réseaux ce que je fais. Très stylé. Voilà, juste moi je parle plus. Quand ils me demandent où est-ce que tu vas tous les 2 minutes, je dois justifier. Mais en fait, mes parents, c'est dur. Comment je vais leur expliquer le fait que je dois faire une réunion pour prévoir ça? Des fois, il y a des trucs, c'est trop compliqué en fait à expliquer. Je me prends plus la tête. Je les laisse regarder d'eux-mêmes. Tu balances les liens comme ça. Voilà. Et après, quand ils regardent, au final, ils sont contents. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et ils me font confiance finalement. Je pense que ça aussi, c'est hyper important. Et par rapport aux jeunes et comment j'essaye de leur véhiculer tout ça, comme tu l'as dit là récemment, j'étais parti au Parlement européen avec les jeunes du conseil municipal des jeunes à Chanteloup. J'essaie de leur véhiculer le truc un maximum. Et étant donné que j'étais à leur place, parce que même moi j'ai fait partie du conseil municipal des enfants quand j'étais plus petit, t'essayes de te mettre à leur place et tu te dis, bon, moi quand j'étais à leur âge, comment je voyais les choses, parce que c'est vrai que moi je pense que le fait cette citoyenneté finalement, et le fait que tu arrives à t'éveiller par rapport à certains aspects de la vie, ça peut venir à 13 ans, comme ça peut venir à 15 ans, comme ça peut venir pour certains à 30 ans. Mais l'idée, c'est possible, quand même. Exactement, de leur amener la chose. Et je pense que c'est un peu comme quand tu mises sur un groupe de personnes et qu'au final, tu en as un ou deux qui arrivent à en sortir du lot. C'est vraiment ça. Et de leur apporter un maximum de mon expérience et de parler leur langue. Tu vois ? Ouais, le langage. Exactement. Comment ils vont comprendre aussi certaines choses. Je pense que ça aussi, c'est hyper important.
Mais après, ça, tu triches un peu parce que tu fais un peu l'éloquence. Donc, Ouais. c'est facile de. Ouais, oui, Je oui. trouve que c'est Ouais. Mais après, c'est facile. ouais, l'éloquence n'est pas destiné pour des petits de 15 ans, mais Non, tu sais choisir tes mots, donc tu sais parler c'est vrai. aux jeunes. Ouais, Tu vois, totalement. ça, Mm. ça, je trouve ça très. Bravo, hein. J'ai pas cette patience-là, donc j'adore les enfants, mais parce que j'ai la patience d'expliquer aux Ouais, enfants, c'est ok, dur. ce qui se passe au Congo, c'est très compliqué, Ouais, faut bah oui. vous engager maintenant. Non, non, mais. Et donc, eux, comment ces enfants-là, finalement, est-ce qu'ils sont réceptifs à ce que tu leur dis ou ils sont vraiment dans cet apprentissage Bah, perpétuel aussi, quelque part? l'idée, en fait, c'est d'apporter un discours qui va permettre de pas endormir finalement ces jeunes-là, tu sais, et qui se sentent touchés de par ce que je vais évoquer. Et c'est pour ça que sur les réseaux, j'essaye de vulgariser un maximum la cause. Et voilà, comme je t'ai dit, c'est parler de par leur langage ou même comment ils vont comprendre la chose. Des fois, tu vas employer des mots forts que ça, enfin, pour certaines personnes, ça va toucher directement, comme d'autres non. Mais voilà, essayer d'adopter en tout cas un discours aussi qui les touchera aussi directement. C'est dur, mais c'est formateur aussi pour moi, tu vois, de pouvoir parler à pas mal de monde et aussi, peu importe aussi l'âge, en fait, finalement, à qui, tu vois. Exactement. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait ma force. On attend le TEDx très bientôt, du coup. Ouais, totalement. On espère. D'ailleurs, TEDx, si vous voulez m'inviter, c'est avec grand plaisir. Moi, j'attends le TEDx avec impatience, parce que du coup, je pense que la salle, elle sera comble de plein de gens qui ne se ressemblent pas et ce ne sera pas que des investisseurs. Ouais. Donc, ça, c'est trop bien. Du coup, là, on en parlait. Ton engagement, il touche énormément de personnes. Ouais. Comme on dit, bientôt le TEDx, c'est programmé. On attend la date, l'heure et le lieu. Est-ce que, du coup, tu t'attendais à avoir au fait autant de résonance en parlant de la cause soudanaise? Je m'y étais préparé quand même au minimum, je pense. Après, je ne m'étais pas focalisé dans l'objectif, en tout cas, d'avoir une résonance ou au moins, en tout cas, de pouvoir être vu par un maximum, en tout cas, beaucoup de monde. J'étais vraiment dans une dynamique où je pose ce que je fais. Et je pense que ça s'est aussi manifesté de par mon engagement sur le terrain, parce qu'avant d'être quelqu'un qui est sur les réseaux, je suis aussi quelqu'un du terrain. Ça a commencé par des conférences, mais aussi par pas mal d'événements que je faisais moi en dehors de ce que j'exposais sur les réseaux sociaux. Finalement, moi, j'ai pas envie de me qualifier comme les créateurs de contenu, en gros, qui font... Non, c'est je partage finalement mon quotidien et ce que je fais sur le terrain, et c'est ce qui fait que derrière, après, tu vois, certaines personnes se reconnaissent sur pas mal de choses en fait que je pourrais mettre en place et que j'ai mis en place, notamment des procès fictifs que j'ai mis en place, les manifestations sur lesquelles je suis et les conférences, voilà. Et comme je te dis, c'est vraiment imaginer, innover pour être toujours dans cette dynamique de vouloir véhiculer un message et de visibiliser un maximum ce conflit-là, que ce soit moi ou même sur d'autres médias, et peu importe le média qui souhaitera collaborer aujourd'hui avec moi, ça sera avec grand plaisir. Avec ses limites, ses frontières, c'est autre chose. mais voilà. Mais autrement, je pense que c'est hyper important. Mais c'est vrai que tu t'y attends pas forcément, mais avec une bonne préparation, et ça vient tout seul. Et moi, je suis content et j'ai envie d'encore plus faire de choses, je pense. Et c'est ça le plus important pour moi. Ok. Ouais, non, franchement, ça, des fois, le truc de influenceur activiste... Non. Moi, j'aime pas. Parce oui, que oui. ça, franchement, j'ai commencé sur le terrain. C'était dur quand tu dois rechercher des gens pour des conférences, des intervenants, quand tu dois faire des notes verbales, enfin des trucs hyper lourds. Et là, on pas d'insultes aux gens qui font que des vidéos. Hein. C'est très bien. C'est très respectable. Et surtout, c'est un corps de métier que moi, je maîtrise pas du tout. Donc, c'est ça absolument impressionnant. Mais c'est très frustrant. C'est vrai que quand t'as 3 ans d'activisme pur, terrain dur, on se dit, ouais, t'es un influenceur, toi. Ça, c'est chaud parce que. Créateur de contenu. Faut faire attention. Parce qu'après, des fois, tu rentres dans un vice où, malheureusement, tu tombes aussi dans. En fait, de dire, quand tu goûtes à ça, tu goûtes à la notoriété, tu te dis. Ah ben en fait, c'est pas mal, tu vois. Du coup, je dois faire des vidéos tous les jours. T'oublies vite pourquoi t'as commencé, la raison du... Ouais. Exactement. Et ça, je pense que c'est plus important. Moi, aujourd'hui, quand je m'expose, c'est juste le résultat de ce que moi, j'ai conçu, ce que j'ai fait sur le terrain. Point à la ligne. Et notamment, par rapport à mon engagement aujourd'hui dans ma municipalité, bien évidemment qu'aujourd'hui, la communication, c'est un outil, mais c'est un outil, c'est juste un outil, en fait. C'est pas ma raison de vivre, c'est pas pourquoi, c'est pas parce que je fais ça, je suis pas créateur de contenu, en gros, je vis pour ça. Je dois imaginer une vidéo demain. Non, je m'en fous, j'ai pas le temps pour ça déjà. Entre une livraison de réunion. Exactement. Sinon, voilà, une réunion, une livraison, une vidéo en même temps. On n'est pas sorti de l'auberge. Un script. Ah non, j'ai déjà essayé de faire ça. Franchement, une fois, j'étais là, mais c'est tellement dur. Non,
sur chaud. ça que, genre, moi, je sais que sur mon Insta, j'ai beaucoup de textes écrits. Parce que déjà, c'est beaucoup plus simple, en fait, d'écrire que de filmer. Et toutes les vidéos que je fais, en général, c'est toujours en collaboration, justement, avec l'Observatoire des réfugiés. Parce que là, parfois aussi, malheureusement, tu dois montrer ta tête pour capter, pas forcément parce que t'es fraîche, hein, mais parce que les gens, ils s'arrêtent sur un visage et sur un truc qui choque ou quoi. Mais c'est vrai que, déjà, ta tête, elle est partout. Ouais. Moi, c'est un trauma. Enfin, j'ai un PTSD, c'est que quand je fais une vidéo, en général, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, je désactive mon Instagram pour genre 2 jours. Parce que j'ai pas envie de voir ma tête. T'entends ta voix, tu me saoules. Alors qu'en vrai, il y a un vrai but et j'espère en tout cas que Dieu me préserve de faire ça pour les mauvaises raisons. Mais il y a des raisons aussi derrière, tu vois, de faire ce qu'on fait, que ce soit des vidéos, des textes écrits. C'est important. Des tribunes. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est important. Et c'est un outil aussi, je pense, indispensable parce que à certains moments, tu sais, malheureusement, sur certains choix que tu peux prendre, notamment là, quand tu te politises, même ne serait-ce qu'à l'échelle municipale, y a des moments où des fois tu peux être mal perçu, ou il y a des incompréhensions sur certaines décisions que tu aurais pu prendre, tu vois. Et le fait d'exposer aussi tes valeurs et pourquoi tu fais ça, et ne serait-ce que communiquer en tout cas de manière à ce que toi, ça peut aussi, pas forcément te valoriser, mais en tout cas porter un message qui sera compris envers les personnes qui sont abonnées à toi, qui te suivent aussi régulièrement. C'est hyper important, tu vois. C'est vraiment un outil, c'est comme les politiques qui scénarisent, tu vois. C'est vraiment ça. C'est un tremplin, mais c'est vrai que des fois, c'est hyper contrôlé. Genre, moi, je sais que là, je fais un stage aux Nations Unies dans la section discrimination raciale, et quand je suis rentrée, on a fait une journée d'intro. Je sais pas comment, tout le monde a un peu... Enfin, en tout cas, les ressources humaines, ils ont un peu vu ce que je faisais. Okay. Du coup, ils m'ont vraiment dit, ouais, par contre, en fait, faudra qu'on vérifie ce que... Ça, c'est chaud, ça. Ah, mais moi, j'ai une épée de Damoclès sur la tête. Et du coup, et ça m'avait trop frustrée parce qu'il y a un moment, il y a plein de gens, mais genre, c'est horrible. Hein. T'as des gens qui t'envoient des messages en mode, ouais, pourquoi tu postes plus Et limite, tu dois poster, alors que non, guys, genre, allez voir les articles que j'ai écrits, allez voir des trucs que j'ai faits. Et comme tu disais, justement, t'as aussi des responsabilités, des obligations qui font que tu peux pas forcément tout en faire. Mais aussi, parallèlement, en vrai, parce que les gens savent que tu parles sur ça, tu postes sur ça. Si quelque chose apparaît, on saura à peu près la bonne intention qu'il y avait derrière tes actions. Donc, c'est ça. Ouais, mais c'est très cardio de balancer correctement. Il faut savoir bien le gérer, je pense. Et c'est comme ça que tu arriveras aussi à dissocier de certaines personnes. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à très bien le gérer et finalement qui arrivent à avoir un buzz de fou, tu vois. Non, ça c'est vrai. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi, c'est bien de rappeler que c'est, comme tu le dis très très bien, faut pas tout essentialiser autour de ça, parce que justement, il y a aussi une vague de militants qui parlaient de ça, et justement, c'était Jupulan de Génération Pan-Asiatique qui avait fait une story trop intéressante sur ça. Il disait, en fait, pensez pas que en vous exposant, en fait, quand les gens ne s'exposent pas, c'est qu'ils bossent derrière, tu vois. Genre, c'est que, en fait, je fais pas de vidéo parce que je travaille. Et du coup, il avait dit, faut pas genre penser que c'est pas parce que tu vois quelqu'un tout le temps sur ton fil que c'est que justement il y a beaucoup de gens derrière qui font plein de. Et en vrai, des fois ça pique, mais il a pas tort, tu vois. Et il y a plein de gens, justement, Stop Ficha, les activistes de Stop Ficha aussi qui avaient vraiment partagé ça, et c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir tous ces éléments en tête pour être le plus honnête possible, en vrai, avoir les meilleures intentions quand tu fais ton travail. Mais du coup, ça fait quoi dans tout ça d'être franco-soudanais? Comment tu l'harmonises? Une fierté, parce que moi, de par aussi ce que je mène et ce que j'ai mené, on me donne cette légitimité-là, c'est facilement. Notamment la diaspora soudanaise qui m'a beaucoup aidé et qui continuera, je pense, à m'aider. Moi, pour la petite anecdote, récemment, il y a eu une conférence qui s'est menée à l'Assemblée nationale où j'étais convié, mais pas forcément en tant que conférencier, et tu as un ancien, en fait, finalement, de notre diaspora qui vient me voir et que je connaissais pas forcément, tu vois. Après, on se reconnaît tous parce que, tu sais, le père de un tel, bon, c'est toujours comme ça. Et qui vient me voir et qui me dit, écoute, moi, je comptais, en fait, faire mon discours. Tu sais, t'avais le traducteur, etc., parce que c'était pas mal d'arabes. Il y avait le gouverneur aussi du Darfour qui était présent, et des députés. Je préfère que toi tu fasses le discours à ma place. Je te dirai ce que je souhaitais dire, tout simplement. On reste quand même dans une lignée hyper humaine dans la manière d'évoquer aussi le sujet. Et moi, ça m'a pas dérangé. Et au contraire, j'étais hyper heureux. Et après, ça a pu dérouler tout seul. Et le fait de donner des opportunités comme ça,
ils n'ont pas de mal en fait finalement par rapport à ça. Ouais. Encore une fois, c'est les intentions, on sait pourquoi on fait ça, on sait vers où on veut aller, donc on se tire tous vers le haut. Et ça, franchement, j'en serais totalement reconnaissant et ça à vie. Et c'est une richesse aussi, on parle beaucoup de la culture soudanaise, etc. Mais la richesse aussi d'être soudanais, d'être minoritaire entre guillemets. Je pense que c'est aussi intéressant, tu vois. C'est un peu comme un ami à moi aussi qui est kurde et qui lutte beaucoup pour la cause au Kurdistan, tu vois. Lui, il me dit, et ça m'a marqué, aujourd'hui, on n'a pas de pays. Et le fait d'être soudé déjà, c'est ça qui fait notre force. Vous construisez en fait Exactement. finalement une deuxième terre. Et cette diaspora-là, elle m'impressionne parce que tu sais, ils se tirent tous, enfin en tout cas, il y en a beaucoup qui se tirent vers le haut. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est là en fait que tu vois que dans la difficulté, quand on arrive à se souder les bras comme ça, il y a des gens qui peuvent éclore finalement et ça peut être des phénomènes. Ouais, non, c'est pour ça que finalement, genre, j'allais citer PNL, mais la misère est belle. parce que, en fait, c'est dans plein de. Et surtout, je trouve que c'est une porte d'ouverture, mais à l'humanisme qui est extrêmement grandissant. Moi, quand j'ai commencé à m'engager, c'était même pas pour la cause congolaise, parce que les gens pensent souvent que je me suis engagée que pour l'Afrique en premier, mais c'était pour les Arméniens. Okay. Genre, j'ai commencé à militer parce que les Arméniens du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, ils se sont fait têche de leur terre, littéralement. Ils étaient 100 000 habitants, ils se sont tous fait virer. Okay. Aussi pour des raisons d'extractivisme, de colonial, migration, enfin bref, horrible, terrible. Et du coup, quand j'arrive un peu, parce que les Arméniens ils sont connus pour être chrétiens, c'est la première langue de Jésus, tu vois, genre, c'est les Araméens, tout ça. Donc vraiment, c'est une communauté qui est très forte, qui est très puissante. Et du coup, quand tu commences à t'engager pour ça, moi au début, j'étais là, je le faisais parce que je voulais m'engager, tu vois. Ouais. Parce que je me disais, il faut que j'apprenne aussi, faut pas que tu réduises ton engagement à, comme tu viens de le dire, en faisant référence à la lutte kurde, que à ton périmètre. Mais aussi, il faut que tu t'élargisses parce que le monde, en fait, il est fait de couleurs, de religions, de personnalités différentes. Totalement. Et en fait, quand je me suis engagée pour cette cause, j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille. Oui, bah oui. Mais vraiment. C'est vrai. Mais c'est juste dingue parce que vraiment, je me rappelle quand j'ai fait ma première conférence, j'avais flippé ma race parce que c'était à la Sorbonne, c'était mon ancienne fac. Et j'avais quand même réussi à ramener des gens assez stylés. Et à la fin, t'as un mec comme ça qui m'offre un livre. Et moi, pour moi, c'est un mec. Je dis, ah merci, c'est trop gentil, tu gères de fou. En fait, c'était l'auteur du livre, j'étais pas au courant. Cool. Et c'était le livre noir du Haut-Karabakh. En gros, c'est le livre qui recense tout ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, leur histoire, en sachant que c'est un peuple qui est très, très proche aussi de la lutte palestinienne, parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens, justement, dans la région, justement, Jordanie, Palestine, Liban, tout ça. Donc, ils sont très, très proches, et même politiquement parlant, les Arméniens sont proches de la lutte palestinienne. Et donc, j'étais là, mais waouh, merci beaucoup. Et en fait, c'était un cadeau de l'ambassadrice. Qui est de l'Arménie qui était venue en fait à cette conférence. Incroyable. Et du coup, et à la fin, elle me dit, mais... Et je te jure, elle voulait vraiment... Genre, sa fille est venue me voir en chialant, en me disant merci beaucoup de parler de nous, genre. Merci de juste visibiliser, merci d'avoir juste fait cette conférence. Parce qu'en fait, on ne parle pas de nous. Et en sachant que la lutte arménienne, ce qui est très bizarre, c'est que vu qu'ils sont blancs et chrétiens, dans l'Union européenne, on vote beaucoup de résolutions à Strasbourg, mais en fait, il se passe rien parce que la France achète du gaz à l'Azerbaïdjan. Alors, ça devient encore de géopolitique, c'est très relou. J'essaie de ne pas mettre un tunnel sur ça, mais du coup, non, mais tout ça pour dire que finalement, tu as vraiment comme pour la lutte kurde, comme pour la lutte soudanaise, c'est tellement compliqué, il y a tellement de dessous qui sont terribles que finalement, en fait, dès lors que tu parles de cette lutte ou que tu parles à des gens qui soutiennent cette lutte, dont c'est la vie, en fait, clairement. Tu vois, je pense que ce monsieur qui est venu te voir, cet ancien, c'est sa vie, cette lutte, tu vois, c'est son histoire, c'est son héritage, c'est sa famille, c'est ses enfants. Et du coup, le fait qu'il te passe le flambeau comme ça, c'est que, frérot, vas-y, mon fils, genre, je te fais confiance, tu vois. Genre, en mode, t'as ma bénédiction. Et je trouve ça vraiment... Voilà, c'est la fin du tunnel. Je trouve ça sublime. Non, mais t'as raison. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ouais, comme je te disais, c'est ça, c'est dans la complexité, en tout cas, de certains événements et vraiment dans le malheur du fait qu'il se passe aujourd'hui des atrocités au Soudan, qu'on arrive finalement à être soudés, en tout cas au niveau de la diaspora soudanaise, à laquelle je serais vraiment totalement et toujours reconnaissant. Et voilà, après le combat il continue, on est toujours autant soudés, on continuera à l'être. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir... et quand est-ce que, en tout cas je l'espère en tout cas très rapidement, que cette guerre... va finir. Exactement. C'est quoi j'allais dire ton
je sais pas comment dire ça en français, mais ton slogan pour justement la guerre, genre est-ce que c'est en mode tout le monde est libre ou personne est libre, enfin tu sais t'as plein de gens qui ont plein de slogans, si t'en as un là qui vient en tête un peu pour le Soudan. T'en as beaucoup, les Soudanais ils aiment beaucoup les slogans, Même en arabe hein, tu peux le dire. Incroyable. Je ne saurais te dire pour le coup parce que c'est vrai que en arabe, en français, vraiment moi je pense que aujourd'hui en tout cas et c'est vraiment en tout cas l'aspect que j'aurais et que j'évoquerai tout le temps, c'est un peu finalement tu sais le mec hyper patriote qui aime trop la France, liberté, égalité, fraternité. Non, c'est vrai, mais en vrai c'est ça, c'est l'égalité parce que aujourd'hui c'est les conséquences du fait de vouloir centraliser le pouvoir autour d'une même ethnie. Mais aussi la liberté finalement de conscience, la liberté de pouvoir aussi s'exprimer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de porter des voix, en tout cas notamment des voix soudanaises, parce que c'est un poids. Tu sais, demain si je retourne au Soudan, va savoir si certaines personnes ils ont mal interprété certains de mes discours, étant donné que là pour le coup c'est, tu sais, malheureusement, et j'ai beaucoup discuté avec pas mal de Soudanais, c'est soit t'es A, soit t'es B, mais tu peux pas être humain au milieu. Non, mais je veux ni A ni B, ou tu vois. Malheureusement, c'est ça. Et on peut l'interpréter, en tout cas, ils l'interpréteront comme ils le souhaitent. Et c'est ça, je pense, le plus compliqué. Et en fait, finalement, je pense qu'il y a aussi, parce qu'on critique aussi beaucoup, tu sais, l'Occident, il véhicule pas assez, etc. Mais tu sais, tout cet aspect de démocratie qu'on a, nous, ici, le fait de la liberté d'expression, le fait qu'on peut. Ça, c'est des trucs que si on arrive à amener ça dans nos pays respectifs, on aurait changé la donne, je pense. Ouais, mais on en est loin encore. Malheureusement. C'est sorti du cœur, malheureusement, là. C'était un cri du cœur. Est-ce que ça fait quoi, justement, d'être allé au Soudan avant ? Ça faisait quoi d'aller au Soudan, justement, pour terminer cette partie-là, ça faisait quoi d'aller au Soudan avant ? Et ça fait quoi de plus du tout aller au Soudan à cause de la guerre ? C'est vrai que c'était compliqué parce que tu as toujours cette habitude aussi de pouvoir aller visiter ta famille. Comme j'ai dit, moi, depuis mes 2 ans, tous les 2 ans, jusqu'à partir de 2020 où malheureusement je ne pouvais plus forcément m'y rendre. Voilà. Mon père qui s'est rendu là récemment au Soudan, parce que c'est vrai que dans toutes les actions que je mène aussi, on a notamment envoyé un conteneur humanitaire au Soudan. Donc c'était quand même hyper intéressant, qui a pu directement aller voir ma famille aussi. Donc voilà, ça va que ça s'est un peu plus calmé, c'est ouvert aussi notamment par rapport à certaines frontières, on peut s'y rendre, je pense quand même, malgré le fait que c'est quand même assez compliqué. À son retour d'ailleurs, il m'a fait le témoignage que sur la capitale c'est désert. Si c'est désert, c'est chaud, il n'y a plus personne. C'est vraiment, là on parle de millions et de millions de personnes qui ont été exportés en dehors du Soudan, parce que voilà, déportés parce qu'ils n'avaient plus le choix finalement que de rester, que de partir, pardon. Et voilà, après c'est vrai que c'est une tristesse, malgré le fait que je sais que voilà quoi, je pense fortement à ce qui se passe là-bas et que je m'y rendrai, je pense très rapidement aussi. Ouais, dès que tu pourras. Surtout que je pense qu'un truc qui est, pour conclure et pour aussi laisser une piste d'ouverture dans tout ça, au niveau de ton activisme à toi, ou celui de tout ça, enfin, quand on regarde la situation actuelle au Mali, quand on regarde au Congo, Palestine, Yémen, partout, en fait, on voit surtout que les femmes et les filles, en fait, les hommes créent la guerre et c'est les femmes qui souffrent, genre vraiment constamment. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi important de militer sur ce... Enfin, Diaspora, c'était cofondé par que des femmes. On a un épisode qui s'appelle Daron. Et c'est vrai que la cause des femmes, elle est hyper... malheureusement, c'est aussi une des pires crises humanitaires parce que les femmes sont vraiment... Enfin, il y a vraiment l'utilisation du viol comme arme de guerre, quoi. Dans des pays comme le Soudan, c'est des sujets qui sont hyper tabous. Étant donné que c'est des pays musulmans, à partir du moment où tu décides de t'engager et de dire que voilà, il y a des viols qui sont commis, tu vois, c'est chaud de fou. Et qui aujourd'hui pourra porter ça? Encore dans certains pays, il y en a même qui se revendiquent le faire, mais jamais de la vie t'entendras dire, un militaire aujourd'hui pouvoir se revendiquer le faire, parce que ça va à l'encontre même finalement de la religion. Et en fait, il y a aussi cette problématique où certaines personnes interprètent la religion comme ils l'entendent, et ça malheureusement tu vois, c'est compliqué. C'est un conflit qui mélange aussi beaucoup de choses, c'est pour ça que je dis que c'était hyper compliqué de l'amener. C'est non seulement une guerre ethnique, mais c'est aussi, voilà, il y a aussi cet aspect aussi religieux qu'il faut aussi, je pense, pas oublier.
Donc voilà, c'est compliqué, c'est hyper compliqué, mais voilà, au-delà de ça, faut quand même en parler. Moi, je pense qu'il y a quand même des groupes de femmes. Récemment, d'ailleurs, je parlais notamment avec une asso de femmes soudanaises qui partagent le témoignage de femmes soudanaises Ouais. qui vivent ces choses horribles qu'il faut partager. C'est important, tu vois, et qu'il ne faut pas oublier parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou, mais voilà, c'est important aussi de le dire. Ouais. Bah, les femmes soudanaises, elles subissent. Et comme tu dis, justement, il y a aussi ce truc de la religion, sauf que, en fait, reminder for everyone, c'est interdit dans la religion. Enfin, Ouais. l'intégrité féminine est sacralisée dans la religion musulmane. Et du coup, c'est vrai que c'est très important de le rappeler. Et merci de l'avoir clarifié aussi sur cet aspect-là, Bien parce sûr. que je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience, parce que finalement, il y a plein de gens qui ne s'engagent pas par pur racisme aussi. Enfin, on en a parlé au début, et Aussi. sans le dire, mais c'est un peu ça, quoi. Mais Exactement. en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était extrêmement enrichissant. Ouais. Je suis très, très reconnaissante de t'avoir entendu, d'avoir échangé avec Merci toi, à toi. d'avoir écouté et peut-être pensé aussi ce que tu as dit. C'était très intéressant et très inspirant. Est-ce que tu pourrais répondre à 2 questions? Alors nous, on pose toujours ces 2 mêmes questions à nos invités. Ok. C'est ta définition de l'immigration Ok. en premier, et ensuite, est-ce que tu as une recommandation pour nous? Ok. Une recommandation, c'est-à-dire? Un livre, un podcast, un Ah, ok. film, Très bien. je sais pas, Ouais, un très bien. voyage. J'en sais rien. Ma définition pardon, de l'immigration, c'est vrai que en tant qu'enfant d'immigré, moi je pense que c'est un, un mouvement, en tout cas un groupement de personnes qui apporte avec lui une richesse, qui apporte avec lui aussi, pour certaines personnes, comment dire, des blessures aussi qu'il faut prendre en compte. Et vraiment, en fait, finalement, toute une histoire. Tu vois, c'est vraiment un bagage qui amène avec eux. Et je pense que c'est important aussi, tu sais, de se rendre compte du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse en arriver là. Et il y a toujours des raisons pour. Et la plupart du temps, c'est des personnes aussi hyper fortes. Malheureusement, en France, on essaye, en tout cas, beaucoup de médias français essayent de nous faire passer le message du fait de l'immigration, c'est quelque chose de néfaste pour le pays, etc. Mais aujourd'hui, tu sais, la plupart des migrants qui viennent en France, c'est les bosseurs c'est ceux qui font tourner l'économie française. Vraiment, ouais. Juste là, avant de venir à l'interview, je voyais une vidéo d'une maman qui disait regardez, là, je suis avec une Portugaise, avec une Malienne, avec une Espagnole. Là, aujourd'hui, c'est férié jusqu'à lundi, Ouais. pendant que les Français sont en train de faire leur week-end prolongé. Nous, on est en train de bosser, tu vois. Bah ouais. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, un groupe de personnes qui viennent avec leur courage dans des pays, notamment en Occident, qui ramènent avec eux leur histoire et qui sont là, qui se plaignent pas. Tu vois. Mes parents, ils se sont jamais plaints. Tu vois. Moi, même si quand je fais des problèmes ou quoi, faut éviter parce que nous, on n'est pas là pour ça, tu vois. Ouais, et c'est ce c'est qu'ils ça. me disaient à chaque fois. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Parce qu'ils pensent que nous, on est là pour faire des problèmes. Non, loin de là. La fierté de nos parents, justement, c'est de les rendre fiers du fait de ne pas faire de problème. Et ça, je pense que c'est la chose aussi la plus importante à évoquer. Et si je pourrais te conseiller quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Il y a pas mal des films, en tout cas, qui ont été, en tout cas, notamment que je pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent par rapport à la révolution soudanaise, Oui, notamment des courts-métrages qui ont été réalisés. Je pense que ce serait hyper intéressant. bien sûr. Et c'est pas forcément, là, pour le coup, un ouvrage en particulier, mais si vous avez la flemme, vous n'êtes pas des personnes qui lisent, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais allez vous informer par rapport à ce qui se passe au Soudan. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. J'en parle aussi sur mes réseaux sociaux et je continuerai à en parler. Et je pense que ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Merci à C'était toi. trop bien. Renseignez-vous sur la cause soudanaise, engagez-vous, portez vos voix et partagez celles des autres aussi. C'est extrêmement important. Merci.